Chapitre 2 Antécédents et horreurs. À en croire les découvertes de Charles Ward, Joseph Curwen était un homme étonnant, mystérieux et pour tout dire effrayant. Au début de la grande chasse aux sorcières, craignant que son existence solitaire et ses expériences d'alchimie n'attirent sur lui les foudres populaires, il avait fui Salem pour Providence, sanctuaire de tous les originaux, les contestataires, les séditieux et les libres penseurs. C'était un homme d'une trentaine d'années, d'apparence ordinaire, qui devint rapidement citoyen libre de Providence. Il acheta un terrain dans Olney Street, sur la colline de Stampers, dans ce qui deviendrait plus tard Olney Court, et y fit bâtir une première maison qu'il remplaça par une demeure plus vaste en 1761. Joseph Curwen se fit tout d'abord remarquer par une insolente jeunesse à l'épreuve des ans. Dès son arrivée à Providence en 1691, il s'était établi comme armateur et avait acheté un appontement près de la baie de Mile End. En 1713, il avait participé à la reconstruction du Grand Pont. En 1723, à la fondation de l'église de la Congrégation. Et toujours, il conservait son aspect d'homme dans la trentaine. Avec les années, et bientôt les décennies, cette singularité finit par attiser la curiosité générale. Curwen l'expliquait en racontant que ses ancêtres étaient de vigoureux colons et que lui-même menait une vie saine et sans excès. Cette explication ne parut cependant pas vraiment satisfaisante, surtout à ses voisins qui observaient à toutes les heures d'incessantes allées et venues, ainsi que les lumières qui brillaient tard dans la nuit. Il fut rapidement admis que d'autres raisons devaient expliquer cette longévité inhabituelle, probablement les nombreuses manipulations de produits chimiques auxquelles il se livrait. Des rumeurs circulaient en effet sur les substances étranges qu'il avait rapportées de Londres et des Indes à bord de ses bateaux ou qu'il achetait à Newport, Boston et New York. Elles ne firent que s'amplifier quand le docteur Jabez Bowen, arrivant de Rehoboth, ouvrit une boutique d'apothicaire de l'autre côté du Grand Pont, à l'enseigne de la licorne et du mortier. On commença à parler plus précisément des drogues, des acides et des métaux rares que cet étrange personnage lui commandait. Présumant que Curwen possédait quelque secret médical, plusieurs malades vinrent le consulter. Sans s'engager, il ne les détrompa pas non plus et leur donna des potions de couleurs étranges qui restaient la plupart du temps sans effet. Quand 50 ans furent passés et que Curwen n'avait pas vieilli de 5 ans, la rumeur s'épaissit et personne ne s'aventura plus à le fréquenter. Des lettres et des journaux intimes de l'époque ont révélé une série d'autres motifs pour lesquels Joseph Curwen, après avoir été apprécié, fut craint et bientôt fui comme la peste. Sa passion pour les cimetières dans lesquels il déambulait par tout temps et à toute heure était bien connue. Cependant, personne ne constata jamais la moindre profanation. Puis on le voyait souvent galoper à des heures indues vers une ferme qu'il possédait sur la route de Pawtuxet, où il résidait en général pendant l'été. Il avait là 2 serviteurs peu amènes, un couple âgé d'Indiens Narragansett, à la fois domestique et fermier. L'homme était muet, couvert de scarifications étranges, et la femme, qui avait certainement du sang noir, d'une laideur repoussante. Adossé à la maison, il y avait un laboratoire où Curwen se consacrait à des expériences de chimie, et les commissionnaires qui y livraient régulièrement des bouteilles ou des paquets parlaient entre eux des fourneaux, des fioles, des creusets et des alambics qu'ils y avaient entreaperçus. Ils prédisaient à mots couverts qu'avant longtemps le chimiste, mais en fait il voulait dire l'alchimiste, découvrirait la pierre philosophale. Les voisins les plus proches, les Fenner, dont la ferme se trouvait à 200 mètres de là, avaient aussi leur lot de bizarreries à raconter, notamment ces cris et ces hurlements incessants qui provenaient de chez Curwen. Ils s'étonnaient également du nombre de bêtes qui paissaient dans les pâturages,
Comment un homme seul et ses 2 serviteurs âgés pouvaient-ils consommer autant de lait, de viande ou de laine? D'autant que de nouveaux troupeaux étaient régulièrement acheminés de Kingstown. Enfin, quelque chose d'abominable devait forcément se tramer dans l'annexe, ce grand édifice de pierre qui ne possédait en guise de fenêtre que quelques meurtrières inaccessibles. Les badauds du Grand Pont avaient également beaucoup à dire sur la maison d'Aulnay-Court, pas tant sur la demeure actuelle bâtie en 1761 que sur la première maison avec ses plafonds bas et son grenier sans fenêtre dont la charpente avait été consciencieusement brûlée après la démolition. C'était sans doute moins mystérieux que la ferme, mais que dire de ces lumières qui brillaient à toutes les heures, de ces 2 étrangers basanés qui composaient la domesticité de la maison avec une vieille gouvernante française, laquelle marmonnait constamment des mélopées incompréhensibles. Que dire de l'énorme quantité de nourriture qui était livrée dans cette maison où ne vivaient pourtant que 4 personnes, de ces voix étouffées que l'on percevait à des heures tardives. Tout cela, ajouté aux rumeurs de Pawtuxet, donna évidemment à la demeure d'Aulnay Street une réputation sulfureuse. Dans les cercles plus élégants et plus évolués de Providence, Curwen faisait aussi l'objet de toutes les discussions. Commerçant qui comptait dans la ville, donateur important de l'Église, il s'était vite fait des relations dans la bonne société où sa compagnie, sa conversation raffinée, quoique rare, et ses manières d'anglais cultivées acquises à Londres et en Orient étaient très appréciées. Sans oublier qu'il venait d'une excellente famille, les Curwen ou Corwin de Salem, et n'avait besoin d'aucune recommandation en Nouvelle-Angleterre. Cependant, Joseph Curwen appréciait peu la compagnie. Bien que n'ayant jamais fermé sa porte à un visiteur, il se montrait d'une telle froideur que personne n'aurait vraiment su quoi lui dire pour l'intéresser. Son attitude dénotait une arrogance sardonique et mystérieuse, comme si la fréquentation d'entités étranges et formidables rendait le commerce des humains fade et ennuyeux. Quand le docteur Checkley arriva en 1738 de Boston pour devenir recteur de l'église du roi, en esprit curieux et éclairé qu'il était, il ne manqua pas d'aller visiter ce personnage dont tout le monde lui parlait. Mais leur entretien fut abrégé par le sentiment morbide qu'il éprouva. Un jour d'hiver, Charles Ward confia à son père, à qui il parlait de Curwen, qu'il donnerait cher pour savoir ce que le vieil alchimiste avait pu dire au clergyman. Personne ne le sut jamais, tant il se refusa à le divulguer. On nota cependant qu'il avait été profondément perturbé par cette visite et que jamais il ne put en parler sans perdre sa jovialité légendaire. Mais ce fut pour une raison plus évidente encore qu'un autre érudit de cette époque évita tout contact avec ce reclus détestable. En 1746, John Merritt, un vieux gentleman anglais, féru de science autant que de littérature, arriva de Newport à Providence et se fit bâtir une superbe maison de campagne dans le Neck, qui est à présent le plus beau quartier résidentiel de la ville. Il menait grand train, avait un cocher, des domestiques en livrée, les seuls de la ville, et s'enorgueillissait de son grand télescope, de son microscope et de sa magnifique bibliothèque de livres anglais et latins. Ayant appris que Curwen possédait la plus belle bibliothèque de Providence, M. Merritt décida de lui rendre visite. Il fut curieusement mieux reçu que les autres visiteurs. L'admiration qu'il montra pour les ouvrages de son hôte, qui couvraient la philosophie, les sciences, qui comprenaient des auteurs rares, entre autres Paracelse, Van Helmont, Sylvius, Boyle et Boerhaave, enchanta Curwen, qui l'invita à venir visiter sa ferme, chose qu'il n'avait jamais faite pour quiconque auparavant. Ils partirent immédiatement en empruntant le fiacre de M. Merritt. Celui-ci reconnut volontiers qu'il n'avait rien vu de réellement horrible dans la ferme, mais que par contre, les livres d'alchimie, de thaumaturgie, de théologie que Curwen conservait dans une pièce séparée, lui avaient inspiré un sentiment d'horreur qui ne s'était jamais dissipé. Il est possible que l'expression du visage de son hôte pendant qu'il en parlait y ait été pour quelque chose. Toujours est-il que cette collection, outre quelques titres classiques que M. Merritt ne lui enviait pas vraiment,
comptait quasiment tous les ouvrages des kabbalistes, démonologistes et autres sorciers connus, tous les trésors abjects de l'alchimie et de l'astrologie. Hermès Trismegistus, dans l'édition de Ménard, le Turba Philosophorum, le Liber Investigationis de Geber, la clé de la sagesse d'Artephius, évidemment le Zohar, les œuvres d'Albertus Magnus, publiées par Peter Jamy, l'Ars Magna et Ultima de Raymond Lully dans l'édition introuvable de Zetzner, le Thesaurus Chemicus de Roger Bacon, le Clavis Alchimiae de Flood, le De Lapide Philosophico de Trimetius, etc., etc. Ils étaient tous là. Les kabbalistes juifs du Moyen-Âge et les auteurs arabes n'étaient pas en reste, et M. Mérite pâlit en prenant entre ses mains un volume magnifiquement relié et dénommé Quanon et Islam, dont il s'aperçut que c'était en réalité le Necronomicon écrit par l'arabe fou Abdul al-Hazred, qui fut interdit après les rumeurs persistantes de monstruosités et de rites innommables qui avaient été perpétrés quelques années auparavant à Kingsport, un petit village de pêcheurs de la province de Massachusetts. Mais bizarrement, ce fut un détail mineur qui perturba le plus le vénérable gentleman. Sur la grande table d'acajou, il y avait une copie très endommagée du Borellus. Le livre était ouvert environ en son milieu et il était annoté et raturé avec une telle rage entre les lignes imprimées que le visiteur ne put s'empêcher de l'examiner. Était-ce la nature du texte, la fièvre avec laquelle Curwen avait écrit? Il n'aurait pu dire pourquoi ce paragraphe l'avait tant affecté, ni pourquoi il se le rappela jusqu'à son dernier souffle. Il retranscrivit le passage dans son journal et alla même un jour jusqu'à le réciter à son ami le docteur Tcheklet, sans finalement aller jusqu'au bout, tant ce dernier semblait perturbé. Voici ces quelques lignes. Les sels animaux essentiels se peuvent ainsi préparer et conserver pour permettre à celui de posséder Arche de Noé en son cabinet et d'invoquer belle forme d'animal à son plaisir. Par telle méthode entreprise sur sels essentiels de restes humains, sans nécromancie criminelle aucune, d'invoquer la forme d'un ancêtre défunt à partir de la poussière en laquelle son enveloppe charnelle a été purifiée par le feu. Ce fut cependant sur les docks au sud de Town Street que les pires rumeurs coururent sur Joseph Curwen. Les marins sont des gens simples, rudes, mais superstitieux, et ceux-là même qui embarquaient sans inquiétude sur des brigantins chargés de rhum, de mélasse ou d'esclaves redoutables, sur des bateaux corsaires, sur les trois mâts des compagnies Crawfords ou Tillinghast, ne pouvaient s'empêcher de se signer ou d'esquisser un autre geste de protection dès qu'ils apercevaient cet homme blond, à la silhouette maigre, à la jeunesse suspecte, au regard fuyant, entrant dans ses entrepôts de Dublin Street ou discutant avec les capitaines des navires de sa compagnie. Les matelots de Curwen, hommes de sac et de corde recrutés à la Martinique, à la Havane, à Saint-Eustache ou à Port-Royal, ses capitaines, ses employés, tous le haïssaient et le redoutaient, principalement à cause de la fréquence avec laquelle les équipages étaient renouvelés. Lors d'une escale, les marins allaient naturellement à terre, et certains étaient chargés de telle ou telle course, parfois à la ferme de Pawtuxet Road. Mais quand le moment était venu d'appareiller, il en manquait invariablement un ou deux à l'appel. Un détail n'était pas passé inaperçu. Ceux qui étaient allés à la ferme n'en étaient jamais revenus. Naturellement, il y avait aussi de nombreuses désertions, bien compréhensibles compte tenu des histoires effroyables qui circulaient sur les docks de Providence. Toujours est-il que le recrutement devenait un problème de plus en plus insoluble. Vers 1760, Joseph Curwen était devenu un véritable paria, soupçonné d'abomination, de pacte avec les forces démoniaques, d'autant plus menaçant qu'il ne pouvait être nommé, compris ou prouvé.
La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut sans doute la disparition des soldats en 1758. À cette époque, 2 régiments en route pour la Nouvelle-France stationnèrent à Providence. Leurs effectifs se mirent à diminuer inexplicablement, bien au-delà du taux habituel des désertions. On avait remarqué les fréquentes conversations que Curwen entretenait avec les habits rouges, et quand les disparitions commencèrent, on se rappela bien sûr celles des marins. Que se serait-il produit si les régiments n'avaient pas reçu leur ordre de marche? Personne n'aurait pu le dire. Entre-temps, les affaires de l'armateur prospéraient. Il avait quasiment le monopole du salpêtre, du poivre noir et de la cannelle, et devançait tous ses concurrents, à l'exception de Brown, dans l'importation de cuivre, d'indigo, de coton, de laine, de sel, de gréement, de papier et de marchandises anglaises de toutes sortes. Nombre de boutiques comme celle de James Green à l'enseigne de l'éléphant à Cheapside, et des Russell à l'enseigne de l'Aigle d'Or de l'autre côté du Grand Pont, de Clark & Nightingale à l'enseigne de la poêle à frire et du poisson près de la maison du café, dépendaient presque exclusivement de lui pour leur approvisionnement. Et ses affaires avec les distilleries, les laiteries, les éleveurs de Narragansett et les chandelleries de Newport firent également de lui un des premiers exportateurs de la colonie. Bien qu'il fût honni, Curwen ne manquait pas d'esprit civique. Quand la maison des colonies brûla, il contribua généreusement aux loteries grâce auxquelles la nouvelle maison en briques rouges, qui existe toujours dans l'ancienne rue principale, fut reconstruite en 1761, et il racheta les livres qui avaient disparu dans l'incendie. Après la tempête d'octobre, il participa à la reconstruction du Grand Pont ainsi qu'aux loteries destinées à financer les travaux de pavement de la place du Marché et de Town Street qui étaient toujours en terre battue. C'est à cette époque également qu'il fit construire sa nouvelle maison ornée d'une magnifique porte sculptée. Enfin, le jour où les fidèles de Whitefield décidèrent de quitter l'église du Dr Cotton et de fonder leur propre église de l'autre côté du Grand Pont, Curwen les suivit. Sa ferveur et son assiduité aux offices diminuèrent bientôt pour néanmoins reprendre de plus belle, afin de rompre l'isolement dans lequel il se trouvait et qui nuisait à la bonne marche de ses affaires.